journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour la rétrospective de la semaine. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé cette semaine finissante au lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 à Kinshasa. C'était au Salon Congo du Grand Hôtel. Et puis, la Cour constitutionnelle a tranché, Jean-Marc Kabound Akabound ne siégera plus à l'Assemblée nationale en qualité du premier vice-président de cette institution. Enfin, la route Matadi, dans son tronçon compris entre l'arrêt Grand Malik et Barré, est dans un état délabré. Les nids de poules qui se créent rendent difficile le passage des véhicules ainsi que de piétons. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la vice-primature du plan a organisé ce jeudi 18 juin 2020 dans la salle Salon Congo du Grand Hôtel la cérémonie du lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19, PMUAIC-19 en sigle. L'objectif de cette cérémonie a été d'assurer une plus large appropriation de l'ensemble du processus de mise en œuvre du PMUAIC-19 et de baliser le chemin pour son financement. La cérémonie a été essentiellement consacrée à la présentation du programme par la vice-première ministre du plan, Élisée Minembwe. Celle-ci, au cours de son intervention, a axé son discours sur le contexte de l'élaboration du programme, la méthodologie qui a guidé son élaboration, le contenu du programme, son coût et son financement, ainsi que le mécanisme de sa mise en œuvre et les dispositifs de pilotage. Ma présentation va porter sur les points ci-après. Le contexte et objectif du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation de la Covid-19 en République démocratique du Congo, la méthodologie d'élaboration de ce programme, les contenus du programme, le coût et financement du programme et enfin le mécanisme de mise en œuvre et dispositif de pilotage. Avant la fin de la cérémonie, la parole a été accordée au chef de l'État qui, après son bref discours axé sur l'historique de ce qui a été fait sous son égide dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, a procédé au lancement officiel de ce programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19. En particulier sur le plan économique et social. Le lancement de ce programme d'urgence intervient dans un contexte tout particulier en considération de ce qui précède. Je déclare officiellement lancé le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Ont été présents à la cérémonie, outre le chef de l'État, le Premier ministre Sylvestre Ilunga, les membres de son gouvernement, les deux présidents de deux chambres du Parlement, les membres du comité PMUAIC-19, le président du Conseil économique et social, les membres de la Task Force présidentielle, les membres du comité exécutif du groupe coordination des partenaires GCP élargis à la Banque mondiale, au FMI, au PNUD et à la BAD, 2 représentants des organisations de la société civile et 3 représentants du secteur privé. Touché par la mort du secrétaire permanent de l'un des plus grands partis politiques du pays, Palou, et fils d'un des pères de l'indépendance, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué les déplacements à la clinique Ngaliema Kinshasa pour rendre les derniers hommages à Luigi Kizenga, fils d'Antoine Kizenga, décédé le 1er juin 2020.
Le chef de l'État s'est recueilli devant le corps de l'illustre disparu avant de présenter ses sincères condoléances aux membres de la famille Gizenga ainsi qu'à la veuve et aux enfants du défunt. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba et l'honorable député Jeannette Kabila ont également été parmi les personnalités qui ont fait le tour du cercueil de Luigi Kizenga en guise de recueillement. Rappelons que Luigi Kizenga, mort à l'âge de 55 ans, était détenteur d'une licence en économie. Il a été à une époque conseiller chargé des investissements au ministère de Mines. Il est décédé en tant que secrétaire permanent du parti lumumbiste unifié Palou. Après la réunion exploratoire qu'il avait présidée le 9 juin dernier, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a engagé mardi 16 juin 2020 le programme de redynamisation du secteur agricole congolais. C'était au cours d'une réunion qui a réuni autour de lui les ministères clés de son gouvernement, notamment les vice-premiers ministres en charge du budget, du plan et des ITP, les ministres de l'économie nationale, de l'agriculture, de la pêche et élevage, du développement rural, de l'industrie et le vice-ministre de Finances. Autour de lui également le gouverneur de la Banque centrale du Congo, bref, une brochette de personnalités qui en dit long sur l'importance de la démarche. Selon les ministres de l'Agriculture, Jean-Joseph Kasongo Mukuta, la réunion a fait état d'avancement d'un projet phare du gouvernement Ilunkamba sur la redynamisation du secteur agricole congolais. Un projet qui consiste entre autres en l'encadrement de la production des paysans au renforcement de leur capacité de production en une assistance pour évacuer cette production vers les centres de consommation. Le ministre de l'Agriculture a également annoncé la disponibilisation à très bref échéance des 33 000 hectares pour cultiver le riz, le maïs, le manioc et les haricots qui sont les produits agricoles de base. En attendant, 3 000 tonnes de riz produits à Kimpese vont bientôt être déversés sur le marché. Pendant ce temps, 800 hectares de manioc ont été plantés à Mongata, frontière entre Kinshasa et le Grand Bandundu. D'autres cultures de maïs sont reparties sur plusieurs autres sites. C'est réparti entre plusieurs structures que nous avons. Nous avons Bukangalonzo, nous avons Daipen, nous avons ce que nous appelons programme volontariste, qui est avec 6 stations à travers le pays. Nous avons Gaben, Kakoyer de Bengamissa. Donc toutes ces structures, on a réparti la superficie. Quand le document va être publié, on vous donnera un exemplaire. Notre président l'a dit, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit la vengeance des sols sur les sous-sols. Nous avons négligé cet aspect pendant plusieurs années. Dieu nous a tout donné. Nous pouvons produire l'agriculture sans irriguer pour le moment parce que nous suivons les saisons de pluie et nous sommes à cheval de l'équateur. On peut produire au nord. Quand ici c'est la saison sèche comme elle vient de commencer, on peut produire au sud quand il y a la saison sèche au nord. Donc nous savons manger frais. Pour mener à bien ce programme de revanche du sol sur le sous-sol, le gouvernement a besoin de moyens financiers. C'est pour cette raison que Jean-Joseph Kasongo Mukuta a invité les Congolais à payer leurs impôts afin de permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa politique. Ces annonces constituent ainsi la première réponse à l'engagement du gouvernement qui, lors d'une réunion similaire le 9 juin dernier, avait promis de chercher les voies et moyens pour faire tourner l'économie au niveau interne en se tournant vers le secteur productif tel que l'agriculture, la pêche et l'élevage, ainsi que le développement rural. Le gouvernement s'était également engagé à gérer les finances publiques d'une manière orthodoxe pour améliorer la vie des Congolais. Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo et présidente de la fondation qui porte son nom, a été reçue jeudi 18 juin 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.
Au centre de leur entretien, elle a plaidé pour l'accompagnement du gouvernement et l'implication personnelle du Premier ministre dans la lutte contre la drépanocytose, maladie connue l'appellation anémie SS. Dans sa vision de lutter contre la drépanocytose, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi attend du gouvernement congolais un soutien à travers la sensibilisation auprès des jeunes, l'appui à la construction et à la réhabilitation des centres de dépistage et des traitements, l'approvisionnement en médicaments et l'organisation de l'état généraux pour la lutte contre cette maladie. Oui, en fait, on est venu avec mon équipe pour déposer un plaidoyer concernant la maladie de la drépanocytose. Et nous avons également demandé l'implication personnelle du Premier ministre pour nous soutenir pour cette lutte contre cette maladie. Et il a promis de nous accompagner et de soutenir notre lutte. En effet, c'est la première fois que je le rencontre dans le cadre du travail. Je l'ai déjà aperçu des fois à l'OUA, sans plus. Et je trouve que c'est quelqu'un de très ouvert. Il m'a rassurée. Je sortirai d'ici, je suis heureuse, quoi. À titre de rappel, la première dame de la République démocratique du Congo dirige la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, une ASBEL pour matérialiser sa vision et soutenir son action dans le domaine de la santé, l'éducation, l'autonomisation de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, en ce jour mémorable du 16 juin, journée de l'enfant africain, instituée en 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, en souvenir des enfants de Soweto en Afrique du Sud, tombés sous les balles du régime de l'apartheid en 1976, j'ai l'agréable devoir, au nom du gouvernement de la République, de passer ce message d'espoir en direction des enfants de notre pays, surtout à cette période délicate où la pandémie à coronavirus nous oblige à modifier plusieurs de nos habitudes. La journée de l'enfant africain est célébrée au moment où, à l'instar d'autres nations du monde, le gouvernement de la République met en application une série de mesures visant à stopper la propagation de la pandémie à coronavirus dans notre pays. Ces mesures ne visent qu'un seul objectif, celui de préserver le capital principal qui est la santé de la population congolaise en général et celle de l'enfant en particulier. La République démocratique du Congo, notre pays, est partie prenante à la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant, adoptée en 1990 par l'Organisation de l'Union africaine, devenue par la suite une Union africaine, qui célèbre ainsi en cette année 2020 le 30e anniversaire de cet instrument juridique. Cette charte décline les engagements des États vis-à-vis des droits de l'enfant. En rapport avec ce double événement, à savoir la célébration de la journée de l'enfant africain et le 30e anniversaire de la charte des droits et des bien-être de l'enfant, et au regard des contraintes dictées par la lutte contre la COVID-19, le ministère du Genre, Famille et Enfants a rendu possible une activité de participation des enfants à un projet spécifique impliquant des enfants reporters. Il s'agit du projet dénommé Ado Discutons RDC. C'est un espace d'échange virtuel sur des sujets qui intéressent les adolescents, permet à nos enfants de s'informer, de partager les réalités de leur milieu de vie et surtout d'avoir la matière pour leur plaidoyer. Chers compatriotes, malgré les efforts et les nombreux progrès réalisés, Chers compatriotes, le 17 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette journée constitue une opportunité de rappeler à chacun qu'il est possible d'endiguer la dégradation des terres grâce à un engagement fort de toute la communauté et à tous les niveaux.
La désertification n'emporte pas seulement la transformation de la terre en désert, mais elle vise également la dégradation des terres suite à divers facteurs, parmi lesquels les activités humaines et les variations climatiques. Il est donc important d'axer nos efforts sur les changements des comportements pour faire face aux 10 facteurs. Le thème retenu cette année est aliments, fourrage, fibres, thème qui interpelle sur le lien intrinsèque qui existe entre la production, la consommation et les terres. La commémoration de cette journée coïncide cependant avec la période difficile que traverse l'humanité confrontée à la Covid-19. Très chers compatriotes, la République démocratique du Congo, notre pays, est fortement engagée aux côtés d'autres États de la planète dans les efforts de lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse. Elle s'est notamment engagée à restaurer 8 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées dans le cadre du défi de Bonn, avec l'objectif planétaire de restaurer 150 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées d'ici 2030. C'est ici l'occasion de saluer l'action de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à travers l'initiative présidentielle dénommée Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le gouvernement de la République bénéficie de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers dans ce secteur. Ainsi, grâce notamment à l'approche programmatique du Fonds pour l'environnement mondial, l'initiative pour la restauration, déclinée en une dizaine de projets nationaux, pourra créer des synergies et renforcer les partenariats clés en vue de faire des économies d'échelle et d'accroître l'impact de ce programme. Chers compatriotes, l'évaluation du niveau de mise en œuvre de notre engagement de restauration de 8 millions d'hectares d'ici 2030, le renforcement du cadre juridique et institutionnel de restauration des paysages forestiers, ainsi que la mobilisation des parties prenantes et des différents partenaires sont autant d'atouts que le gouvernement de la République s'emploie à capitaliser dans le cadre de la restauration des paysages forestiers. Et cela en vue de rendre effective la lutte contre la désertification et la sécheresse, aspect valorisé au cours de cette journée mondiale. Le 16 juin de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée est célébrée en souvenir du 16 juin 1976 où de milliers d'étudiants sud-africains ont été massacrés lors d'une marche pour leurs droits à Soweto par le pouvoir de l'apartheid. À cette occasion, Marceline Tawembi-Njeka, fondatrice de l'ONG The Save African Children, une organisation internationale qui a pour objectif de lutter pour les droits sociaux des enfants, s'est adressée depuis les États-Unis à la population congolaise pendant cette période difficile où le monde entier est touché par la Covid-19. L'objectif de cette journée et de mobiliser toutes les communautés internationales et internationales autour de la problématique du respect aux droits sociaux, à l'égalité, à l'accès aux différents services, surtout à l'accès aux services médico-sociaux, de l'éducation, de la nouvelle technologie de l'information et des communications, pouvant permettre à chaque enfant et jeune de différents milliers d'être informés et de se prévenir pour les défis et les différents fléaux à venir. À présent,
La pandémie à coronavirus a bouleversé et perturbé tous les secteurs de la vie sociale, culturelle et environnementale. Nous tenons à notre égard féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que toutes les équipes de riposte au Covid-19 pour leurs actes de bravure et d'héroïsme en mettant en place des mesures de prévention, des pratiques d'hygiène quotidienne et des services d'accompagnement en vue d'éviter la propagation de la pandémie à coronavirus à travers nos quartiers, nos familles et nos différents milieux. Nous devons nous rappeler que les enfants et les jeunes ont droit à tous les services sociaux liés à leur existence selon les recommandations des objectifs de développement durable à l'horizon de 2030. Durant cette pandémie en République démocratique du Congo, les droits sociaux auprès des enfants et jeunes ont été totalement bouleversés de différents ordres et différents systèmes. Beaucoup d'enfants ou jeunes ont subi et continuent à subir plusieurs pressions, traumatismes, abus, violences sur le plan physique, moral, psychologique, mental, voire même psychique ou social. Nous soutenons à travers ces programmes le gouvernement de la République démocratique du Congo, ses différents ministères et services impliqués dans les luttes et riposte contre la pandémie à coronavirus en ce début du XXIe siècle. Nous tenons aussi à remercier toutes les agences du système des Nations Unies et tous les partenaires sociaux impliqués à la lutte contre le Covid-19. Vive les enfants congolais, vive la jeunesse congolaise, vive la communauté congolaise et africaine. Soyons tous attentifs au respect des règles d'hygiène. De nationalité congolaise, Marceline Tawembi-Njeka est chercheure, sociologue de formation et consultante. Peine perdue pour Jean-Marc Kabound, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, après l'introduction de sa demande à la Cour constitutionnelle en annulation de la décision de sa déchéance du poste qu'il occupait au sein du bureau de la Chambre basse du Parlement. En effet, c'est le mercredi 17 juin 2020 que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt de rejet de cette requête qu'il a été déclaré recevable mais non fondé. Écarté de son poste le 25 mai, Jean-Marc Kabound saisira le Conseil d'État pour dénoncer des irrégularités administratives, de même que la Cour constitutionnelle. Le Conseil d'État ordonnera le 10 juin 2020 la suspension de l'élection du remplaçant de Kabound à l'Assemblée nationale, prévue le vendredi 12 juin 2020. La Cour constitutionnelle est la seule juridiction capable d'abroger une décision de la plénière de l'Assemblée nationale. Cependant, en sa qualité du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound a procédé à la nomination des 6 secrétaires généraux adjoints au sein de sa formation politique hier, mercredi 17 juin 2020. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente d'examiner la requête en inconstitutionnalité des députés de l'AFDCA, dont Néné Nkoulou est autorité morale, déposée par les sénateurs Bahati Lukwebo et sa bande. Une occasion pour la ministre d'État en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Néné Nkoulou, de se montrer une fois de plus réconfortée par ce énième échec subi par le Baathiste. Ces arrêts de la Cour constitutionnelle démontrent de quel côté se trouve la vérité, a tweeté ce mercredi l'autorité morale de l'AFDCA, Néné Nkoulou. On satisfait également pour Néné Nkoulou qui confirme que son regroupement politique, qui a la paternité du groupe parlementaire, est un et indivisible. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. C'est la victoire de l'AFDCA qui reste un et indivisible, précise-t-elle.
Elle en appelle ainsi à tous ses camarades députés nationaux et provinciaux au travail pour l'intérêt de la population. Nous rappelons à tous nos députés nationaux et provinciaux leur devoir est de travailler davantage pour les besoins de la population qui ont toujours été leur priorité, conclut-elle. Rappelons que dans son arrêt de ce mercredi, la Haute Cour a prononcé son arrêt indiquant qu'il s'agit d'un conflit de leadership et de ces faits, elle s'est montrée incompétente de traiter ces dossiers. Ainsi, aucun membre de l'AFDCA, dont la ministre est autorité morale, ne perdra son mandat à l'Assemblée nationale, comme le voulaient les sénateurs Bati Lokwebo et compagnie. À travers une déclaration rendue publique mercredi 17 juin 2020, la famille biologique du défunt juge Raphaël Liani a contesté les résultats de l'autopsie de leur frère officiellement annoncés par le ministre de la Justice et garde des Sceaux Célestin Toundé Kassende. Selon la famille du défunt, la thèse avancée par le ministre de la Justice vient contredire les deux premières, du fait que la garde qui lui avait été accordée pour sa protection ne s'est pas plaint auprès de son épouse. L'abbé Patrick Chamba, frère du défunt, affirme avoir reçu de la part de l'autorité congolaise une version différente selon laquelle il s'est trouvé une substance toxique dans le corps du défunt et qu'il n'est resté le dernier test pour en déterminer la nature. En revanche, l'association congolaise pour l'accès à la justice réclame une contre-expertise internationale. Le ministre de la Justice avait officiellement annoncé que le juge Raphaël Liani serait mort d'une hémorragie intercrânienne. Célestin Toundé Kassende a promis l'ouverture d'une enquête pour meurtre dans le but d'élucider les circonstances de la mort du juge Raphaël Liani, qui était président du tribunal dans l'affaire Vital Kamerhe et consorts. La ministre des Affaires étrangères, Marine Toumba Nzeza, a donné un éclaircissement sur le contrat qui lie la République démocratique du Congo au consortium des sociétés du groupe Semlex en ce qui concerne la production de passeports biométriques. Marine Toumba a fait savoir qu'un arrangement spécifique transitoire avait été proposé au consortium dans le strict respect du contrat qui a pris fin depuis le 11 juin 2020. Par ailleurs, le parti concerné ont convenu ensemble de procéder immédiatement au transfert du patrimoine à la partie congolaise tel que prévu dans le contrat. Une étape qui va durer 10 jours du 18 au 29 juin 2020. Ce qui entraîne momentanément un arrêt de la production du passeport durant cette période des transferts. Un appel restreint sera lancé pour l'approvisionnement des consommations livres de passeports, formulaires et autres instruments ainsi que la mise à niveau des techniciens sociaux, a déclaré la patronne de la diplomatie congolaise. Au mois d'avril de 2020, alors que la RDC venait d'annoncer un mois plus tôt son premier cas de coronavirus, la fondation Antoine Gonda bouclait une campagne de sensibilisation de la population des Madimba et de toute la province du Congo central à la prévention contre cette pandémie mortelle. Personnellement à la tête de cette campagne, l'honorable Antoine Gonda était conscient de l'importance d'une telle campagne pour son fief électoral qui a une vocation financièrement agricole. Aujourd'hui encore, alors qu'à Kinshasa, les politiciens sont très déchirés sur des querelles égoïstes en cette période de grave crise socio-économique due à la Covid-19, Antoine Gonda Mangalibi a fait le choix de la production pour assister ses compatriotes. Élu député national à Madimba, dans le Congo central, il a choisi, à travers la fondation qui porte son nom, de demeurer sur ces terres pour mener des activités agricoles. Le week-end dernier, âgé et comme il s'est fait appeler affectueusement, s'est retrouvé sur ces terres de Mbouela Lodge où il a assisté au conditionnement de la farine de manioc produite dans les sites touristiques de Mbouela Lodge et ou collectée auprès de producteurs locaux.
Dénommée farine de Mbouela, cette production va être écoulée localement à bas prix pour soutenir le ménage le plus modeste. Selon les projections, c'est 2000 sacs de manioc ainsi conditionnés qui devraient être produits pour donner de la valeur ajoutée à la production locale, ainsi relever le revenu du producteur. Ce faisant, la Fondation Antoine Gonda allonge sa chaîne de solidarité agricole au profit des populations démunies de Madimba. Au départ fut, en effet, la dotation des agriculteurs artisanaux de Madimba à des véhicules pour l'évacuation de leurs produits agricoles. À terme, ces engins permettent à ces agriculteurs d'améliorer leur capacité financière par l'accroissement des ventes. Jusque-là, leur récolte pourrissait dans les champs suite aux difficultés de leur évacuation. L'autosuffisance alimentaire escomptée permet de plus en plus d'endiguer l'exode rural et conduit la population vers son autonomie. La plupart de ces jeunes entrepreneurs ont été financés par le gouvernement provincial du Lualaba pour lancer leurs projets. Moins d'une année après le financement, le gouverneur Richard Mouyej les a rencontrés pour la toute première fois au complexe scolaire Iwabora au cours de cette journée d'exposition, cérémonie qu'il a lui-même patronnée. La plus heureuse de cette journée, c'est la commissaire provinciale à l'entrepreneuriat de jeunes, Lydia Kapapa, qui a su les coacher. Notre jeunesse, dont nous vantons l'esprit d'initiative et le sens profond d'autodétermination, a fait preuve de sa capacité à l'autoprise en charge en cette période difficile, caractérisée par la maladie de coronavirus. Le gouverneur parle d'un exploit au vu des réalisations faites dans un temps record et a encouragé ces jeunes entrepreneurs à devenir patrons de leurs propres entreprises. Ce que je vois de loin en si peu de temps chez les jeunes, c'est un exploit. Et je vous encourage de persévérer dans l'entrepreneuriat des jeunes. Il n'y aura pas assez de postes pour être DG, DGA ou ministre, mais devenez des boss. Et je sais que vous réussirez. Encouragé dans sa vision, le gouverneur prévoit d'ouvrir davantage des pistes de financement. Il entrevoit des échanges avec les banquiers pour la constitution d'une caisse d'accompagnement, effort auquel le gouvernement provincial participera également. Nous devrions nous réunir avec les représentants de ces jeunes pour voir ensemble comment les aider à s'épanouir. Et cette réunion est très importante parce que tous les analystes prévoient des conditions socio-économiques difficiles après la pandémie. Soyons donc ensemble pour qu'avec ces jeunes, nous puissions déjà préparer l'après-pandémie. Ce que je vois comme échantillon, je leur fais confiance. Je sais qu'ensemble, nous réussirons. La province fera sa part. Je ne voudrais pas annoncer des montants ici. La province fera sa part. Mais je voudrais que les banques participent à cet effort pour qu'ensemble nous puissions constituer ce que j'ai appelé dans une de mes interviews le fonds d'accompagnement. Parce que ces jeunes ont l'obligation de réussir et nous les aiderons à réussir. La visite guidée des stands a clôturé cette première journée. Ces expositions prendront 48 heures. La situation était tendue dans la matinée de ce mardi 16 juin 2020 sur la route nationale numéro 5 à l'endroit dit Bwindi dans la commune de Bagira. Nous sommes dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Sur place, les habitants en colère ont barricadé la route allant à l'aéroport de Kavumu et à Bagira. À la base de cette situation, ces habitants dénoncent l'assassinat d'un jeune garçon, chauffeur, conducteur de taxi, appelé Alain, assassiné la nuit du lundi 15 juin 2020 à 22h. Les jeunes de la commune de Bagira ont érigé une barrière par deux pierres au niveau de Bwindi, à quelques mètres du centre d'isolement de malades de coronavirus. Certaines sources font savoir que ce jeune chauffeur a été assassiné par un policier parce qu'il ne portait pas un cache-nez pendant qu'il revenait de son travail. Ainsi, cette structure citoyenne de Bagira condamne ces cas d'assassinat et plaide pour la sécurité
sécurisation de la population et ses biens en cette période où elle est frappée par la pandémie des coronavirus. Le constat fait ce jeudi 18 juin 2020 par la rédaction de BSI Télévision est très amer sur ces tronçons de la route Matadi au quartier Gramalik dans la commune de Ngalima. Des nids de poules se sont formés depuis un certain temps, ce qui cause d'énormes embouteillages. Les Quinois habitant aux alentours pointent du doigt accusateur le manque de volonté de la part des autorités. Celles-ci sont appelées à vite intervenir avant que les conséquences le plus catastrophiques ne surviennent sur ces tronçons routiers. Fatigués d'interpeller les autorités, ces Quinois ont refusé de se confier à la caméra de BSI Télévision. Car pour eux, rien ne fera quel que soit l'apport de médias. Si la saison de pluie n'a pas permis la réparation de ces tronçons, la saison sèche s'offre aux autorités pour réparer cette route. Place à présent au rappel de principaux titres de cette édition rétrospective. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé cette semaine finissante au lancement du programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la Covid-19 à Kinshasa. C'était au Salon Congo du Grand Hôtel. Et puis, la Cour constitutionnelle a tranché, Jean-Marc Kabound Akabound ne siégera plus à l'Assemblée nationale en qualité du premier vice-président de cette institution. Enfin, la route Matadi, dans son tronçon compris entre l'arrêt Gramalik et Barré, est dans un état délabré. Les nids de poules qui se créent rendent difficile le passage des véhicules ainsi que des piétons. C'est par ici que nous bouclons. Merci à vous d'avoir suivi BSC et restez-nous toujours fidèles. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.